Aborder les problématiques anesthésie-réanimation de ces pathologies. Contrairement à ce qu'on a abordé ces derniers jours, qui sont des pathologies un petit peu lourdes, hein, le troncus, la fenêtre orthopulmonaire, des choses où on a une CEC longue et une pause de CEC difficile attendue, une réanimation longue et plus ou moins compliquée attendue. Là, on est un petit peu à l'inverse dans des cardiopathies congénitales qui ont des scores Aristotle, donc de risque bas, et pour qui on a, comme l'a dit Bertrand, un objectif de résultat. On attend donc une intervention simple et rapide et une réanimation simple et rapide. Donc notre objectif, c'est globalement que tout ça, ça se passe vite et bien. On va essayer de faire une réhabilitation précoce, bon, évidemment selon l'âge du patient, essayer de ne pas transfuser, et tout ça évidemment en évitant au maximum la morbimortalité. Quels patients sont concernés? On a globalement trois profils. Des grands enfants, chez qui typiquement la CIA ou le CAV partiel chantent modérément, ils ont pu grandir assez jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour qu'on les opère sereinement. Au-dessus de 10 kilos, voilà, ça reste quand même plus simple qu'en dessous de 10 kilos. Ensuite, on peut avoir des cardiopathies qui vont être moins bien tolérées, induisant un retard staturopondéral. À ce moment-là, on va les opérer un petit peu plus tôt. Donc, ça restera des interventions relativement simples dans la technique, mais il faudra prendre évidemment les précautions et être attentif comme on l'est toujours, mais ça restera une CEC, une anesthésie et une réanimation chez un petit. Et on a enfin un troisième tableau qui est un petit peu particulier, qui va être voilà, des cardiopathies plutôt vieillies, avec ce shunt gauche-droit auriculaire plus ou moins important, des résistances pulmonaires plus ou moins élevées, plus ou moins fixées. Bon, normalement, elles ne sont pas fixées si on ferme la CIA, mais et une dysfonction ventriculaire droite, comme on vient d'en parler, également plus ou moins importante. Donc, il y a des patients un petit peu à part, et voilà, trois catégories quand même bien distinctes de patients. Et la majorité des patients qu'on va traiter, ça va être des grands enfants ou des jeunes adultes avec des cardiopathies bien tolérées finalement. Donc, on a des objectifs qui sont plutôt voilà, d'épargne transfusionnelle, de faire ça vite et bien. Comment on peut faire un petit peu d'épargne transfusionnelle? L'idéal, c'est la transfusion autologue différée, c'est-à-dire prendre du sang au patient, le stocker et lui retransfuser plus tard. On n'en fait pas dans notre centre. Je ne sais pas si vous avez des centres où vous pouvez faire ça. En général, c'est quand même compliqué à organiser. On va donc plutôt optimiser l'hématocrite en préopératoire à partir de la consultation d'anesthésie, faire une première NUM, avoir un chiffre et ensuite, c'est avec un protocole de service à définir en fonction du taux d'hémoglobine pour prescrire fer, vitamines, EPO euh, pour essayer de remonter l'hématocrite et pouvoir du coup faire de l'hémodilution là où on n'aurait pas pu, ou en tout cas transfuser un minimum. Pour notre, inter- pour notre induction anesthésique et notre intervention, globalement, c'est monitorage classique. Il y a des petits détails. On pourra par exemple penser à mettre la VVC, peut-être si on la met en cave sup, la mettre peut-être à gauche, puisque selon sa longueur, selon la taille du patient, on pourra, comme on l'a vu dans une des photos d'ailleurs de Bertrand, gêner un petit peu le chirurgien avec la VVC qui est dans le champ, hein. Elle arrive au plein milieu de l'oreillette, et donc elle peut gêner un petit peu le champ opératoire. Donc tout simplement, si on la met à gauche, c'est un détail, mais ça peut faciliter les choses. Le reste du monitorage va être relativement classique. On pourra, dans les cadres un petit peu particuliers des cardiopathies vieillies, effectivement discuter un monitorage du débit cardiaque par KTSVO2 si on en dispose. Tout ça pour, voilà, dans un contexte d'HTAP et de défaillance droite, pouvoir, encore une fois, avoir le monitorage le plus complet possible. L'induction anesthésique, c'est celle d'un shunt gauche-droit. Alors, même si Pascal vous a très bien expliqué hier avec ses courbes pression-volume que le shunt auriculaire dépend plutôt de la compliance ventriculaire droite versus gauche, plutôt que des résistances vasculaires pulmonaires, comme ça peut être le cas dans un shunt gauche-droit à l'étage ventriculaire ou à l'étage des gros vaisseaux. Mais on peut appliquer des grands principes et globalement,
respecter notre physiologie, à savoir ne pas trop diminuer nos résistances vasculaires pulmonaires. On peut induire avec une FiO2 plutôt voilà, à 50% qu'à 100%, éviter l'hyperventilation. Voilà, garder des grands principes un petit peu de fonctionnement en faisant un petit peu toujours les mêmes choses, en gardant toujours les grands principes. C'est comme ça qu'on a des cadres et qu'on évite les erreurs. Quelque chose d'un petit peu particulier ici, c'est qu'on a un shunt auriculaire. On va faire particulièrement attention à la purge parfaite des cathéters, puisqu'on a un risque d'embolie paradoxale, de petites bulles qui passent de droite à gauche, si jamais il y avait une inversion du shunt, en particulier quand il y a de l'HTAP. Donc faire très attention à la purge de tous nos cathéters. Encore une fois, on a vu l'épargne transfusionnelle en préopératoire. En péropératoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter la perte sanguine et donc diminuer au maximum la transfusion et la morbidité qui s'y rattachent? Limiter la perte sanguine, utiliser le salt saver, les antifibrinolytiques, la CEC, on la fera en normothermie, il n'y a pas d'indication à faire de l'hypothermie avec les risques de saignement, etc., que ça comporte. Donc ça, globalement, on le fait un petit peu pour toutes les interventions. On essaiera de faire de la CEC en hémodilation totale. Évidemment, ça va dépendre du poids de notre patient. En général, à partir de 15 kg et selon l'hématocrite, c'est faisable. On essaye de limiter le volume du priming au maximum. On va essayer d'hémofiltrer si c'est possible pour concentrer, si on a évidemment le volume disponible, pour essayer de concentrer le patient et donc éviter de le transfuser. Globalement, on va aussi tolérer pendant l'intervention, il faut en gros avoir qui compte, c'est le transport en oxygène. On peut, on peut avoir des moments dans l'intervention où on va baisser un petit peu en hématocrite tant qu'on va conserver notre transport en oxygène. Et puis des moments où on va pouvoir peut-être voilà, hémoconcentrer un petit peu plus et revenir à un niveau d'hémoglobine un peu plus haut. Ça va être aux médecins anesthésistes et aux perfusionnistes de collaborer et de voir un petit peu le bénéfice-risque en fonction de transfuser versus transport en oxygène, évidemment. Jamais compromettre le transport en oxygène, pas prendre de risques, tout en optimisant au maximum, en essayant de transfuser au minimum. On peut faire une technique de rétropriming pour éviter de trop hémodiluer le patient. Comment ça se passe? On connecte une canule veineuse, une canule artérielle, on connecte la ligne veineuse et on déclampe. On va alors saigner le patient en quelque sorte par la ligne artérielle, qui va venir, par la ligne veineuse, pardon, qui va venir remplir le réservoir du circuit. On ne raccorde pas le, le tuyau, le tuyau artériel à la canule artérielle et on lance la CEC. Donc on va venir récupérer le sang veineux du patient et éjecter par la voie artérielle du sérum physiologique qui était là pour débuler le circuit, mais on va le mettre dans une cupule et pas directement dans le patient. Donc on ne va pas à ce moment-là hémodiluer le patient. On va faire ça, puisque là, à ce moment-là, on est en train de faire, en fait, de saigner le patient, donc de faire l'équivalent d'un choc hémorragique au patient. Donc on va faire ça jusqu'à tolérance du patient. Donc on va globalement tolérer à peu près 20% de diminution de la pression artérielle, donc du débit. Et voilà, on ne va pas trop déstabiliser le patient. Le but, c'est d'essayer d'optimiser, de moins hémodiluer, hein, mais ce n'est pas non plus de se mettre dans des conditions de déstabiliser l'hémodynamique et de compromettre le débit cardiaque et la délivrance en oxygène. Donc on va voilà, autant que possible se débarrasser de ce sérum physiologique qui va du coup ne pas diluer le patient. Et au moment où voilà, on détermine un seuil, et à ce moment-là, on branche à la ligne artérielle et on passe en CEC classique. On peut faire ça chez l'adulte relativement facilement, chez l'enfant aussi à partir de 8-10 kg, ça va être un petit peu un rapport bénéfice-risque, voilà, et selon le niveau d'hémoglobine, le niveau la cardiopathie, le niveau de volémie possible du patient, on évite les pathologies d'obstacles, ce genre de les pathologies qui vont être très dépendantes de la volémie du patient pour maintenir le débit cardiaque ou pour maintenir le QPQS. Évidemment, on fait ça voilà, dans des situations relativement simples avec des patients qui sont plutôt en surcharge, qui ont une volémie plutôt élevée. Il y a le déroulé de la CEC et puis on va sortir de CEC. En général, c'est relativement simple. On a clampé pas très longtemps. On a un VD qui peut être un petit peu dilaté. On peut volontiers mettre un soutien par milrinone. C'est souvent ce qu'on fait quand on a
on a des VD pas défaillants, donc dans ça se discute même pas, mais un petit peu dilaté, voilà, pour l'aider un petit peu à passer le cap, on va mettre 0,5 de milrinone, 0,5 gamma kilominutes de milrinone, qu'on sevrera rapidement à J1 en réanimation. Évidemment, on traitera l'HTAP si c'était nécessaire. Et puis, toujours, en particulier chez le petit, toujours nos paramètres physiologiques de pose de CEC parfaits, température, calcium, hémoglobine, kaliémie, etc. On ne se passe pas de l'ETO, toujours monitorer la qualité de la réparation, les fonctions VDVG et le débulage. Ça, c'est quand même systématique. Nos objectifs de réanimation, globalement, aller vite, c'est-à-dire qu'on va vérifier le cœur, l'écho, la fonction, la radio pulmonaire, l'absence de saignement, la biologie, et on va extuber notre patient globalement dans les heures qui suivent l'intervention. Il n'y a pas d'indication, hors cas particulier, à prolonger la sédation et la ventilation chez ces patients. Et puis, on essaye de revenir globalement le plus vite à la vie normale, chez les enfants comme chez les adultes. Rapidement reprendre l'alimentation, mettre les adultes ou les grands-enfants au fauteuil. Les drains, en général, voilà, à 24-48 heures, on les enlève. Et puis, une sortie précoce de réanimation une fois que tous les feux sont au vert. Malgré tout, on a des risques de complications, je l'ai dit. Typiquement, l'embolie gazeuse sur les shunts, toujours se méfier. Ça peut, les risques qu'on avait parlé Bertrand par rapport à la thoracotomie, c'est quelque chose à discuter entre le chirurgien et le patient. En tout cas, on a un devoir de bien informer le patient sur les risques relatifs à la thoracotomie. Et puis, bon, voilà, purger parfaitement nos cathéters. Différentes complications qui sont rares mais possibles plutôt des complications qui sont chirurgicales. Il n'y a pas énormément de complications liées à la CEC et à l'anesthésie qui sont attendues. Attention à se méfier voilà, de l'HTAP et de la dysfonction droite sur les cardiopathies vieillies. Comme on a dit, c'est des patients un petit peu particuliers. Et donc, ne pas hésiter à mettre des inotropes et du NO si on a besoin pour aider le VD, pour lui aider à passer le cap. Voilà, donc les complications, ça c'est les complications plutôt chirurgicales. Simplement, voilà, il y a toujours un risque de BAV ou il y a aussi un risque de TSV. On ne va pas se priver des électrodes. Nous, même sur ce genre d'intervention relativement simple, on va mettre des électrodes auriculaires et ventriculaires parce qu'il y a un risque faible, mais qui existe. Et typiquement, si on a un risque si on a une TSV, on est content d'avoir quand même des électrodes auriculaires pour pouvoir facilement les overdriver en post-opératoire. C'est toujours assez élégant d'overdriver et de régler le problème assez facilement plutôt que d'avoir recours à des antiarythmiques ou autres si on avait des problèmes de troubles de rythme supraventriculaires. En cas de thoracotomie, on peut proposer, dans le cadre de l'analgésie multimodale et pour faire une épargne morphinique, un bloc paravertébral qu'on pourra faire, nous, anesthésistes sous écho après l'intervention. Ou plus simplement, nous, c'est ce qu'on fait, on demande au chirurgien, sous contrôle de la vue, d'aller mettre un petit cathéter donc, dans l'espace paravertébral pour aller injecter en continu donc, de la ropivacaïne et, comme vous voyez, donc faire de la diffusion de cette anesthésique locale dans les territoires vraiment qui sont autour de la thoracotomie. Ça a des bons résultats. Bon, alors parfois, malheureusement, ça a tendance à fuir, enfin, ça fuit dans la plèvre. Donc, par le drain, finalement, on récupère parfois plus de ropivacaïne que de liquide pleural. Hein. Mais ça marche quand même globalement bien. Et c'est vrai que la thoracotomie, c'est quand même plus douloureux que la sternotomie. C'est une bonne aide, justement, pour remplir nos objectifs, notamment de fast tracking et d'aller assez rapidement en réanimation. Et donc, l'épargne morphinique fait partie un petit peu de l'ensemble de ce tableau d'optimisation. Alors, Zach parlera plus précisément hein, de la fermeture de CIA par cathé. On en fait vraiment de plus en plus. C'est seulement les CIA où les berges ne permettent pas l'accroche
l'accroche de la prothèse bien sur les berques pour être sûr que ça ne bouge pas, qu'on va aller fermer par, ou alors en cas de lésion associée, qu'on va faire de la chirurgie. Donc on fait de plus en plus de cathés à ce moment-là. Comme je vous ai parlé un petit peu hier de l'anesthésie pour le cathé, c'est globalement très simple. C'est une anesthésie simple, une VVP, un abord fémoral, une intubation, un guidage ETO et une demi-heure à une heure en SSPI après l'intervention. Donc ça n'a rien à voir avec, avec la CEC et c'est vrai que ça simplifie beaucoup, beaucoup les choses. Donc globalement, c'est des interventions où on doit faire ça vite et bien. Ça reste l'anesthésie d'un champ de gauche-droit. On peut garder des grands principes d'anesthésie et de réanimation, se méfier de l'embolie gazeuse, optimiser au maximum le patient pour pouvoir essayer de le transfuser un minimum, pour pouvoir avoir une durée de CEC et de réanimation le plus courte possible euh, pour, euh, pour avoir bon, la mortalité, il n'en est pas question, mais les morbidités relatives à tout ça les plus faibles possibles, avec une obligation de résultat dans le cadre de ces cardiopathies, voilà, encore une fois, relativement simple et peu risqué. Et on va répondre à vos questions s'il y en a, et ensuite, il me semble que ça sera à Hélène. Oui. Merci Arnaud. Oui, il y a une question. Quels sont les taux d'hématocrite minimum tolérés par la fermeture d'une CIA simple chez un grand enfant en cas de priming clair? Ça va dépendre de son poids. Un grand enfant, je dirais autour de... Enfin, grand enfant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si on a un 30 kilos et qu'on a 10 d'hémoglobine, on peut le tenter. On peut toujours le tenter et faire un priming. En fait, ce qu'il faut évaluer, c'est le bénéfice-risque. Sur le moment, si on a 10 d'hémoglobine, qu'on part en priming blanc, qu'on tombe à 7 d'hémoglobine euh, en moment au pic, vraiment au plus bas, que malgré tout, on a un transport en oxygène qui est adéquat, avec une SVO2 qui se tient, avec des NIRS qui se tiennent, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de perte sanguine pendant l'intervention et que ça avance bien et qu'on se dit qu'on peut tolérer 7, on peut tolérer 7. On peut aussi partir en blanc et décider de transfuser secondairement. Je ne sais pas, Nadir, toi, si tu peux donner un chiffre, mais peut-être Et après, pour les 10 d'hémoglobine, modulations, peut-être. c'est plus le gabarit finalement le C'est ça. cutoff il est au niveau du gabarit. À partir de 11-12 kilos, c'est entre 10 et 15 en gros où on a cette catégorie où on peut se permettre de l'hémodilution, en tout cas essayer. Après, ce qui rentre en ligne de compte, c'est la durée prévisible de CEC et le programme chirurgical finalement, enfin tout ce qu'il y a comme réparation. Mais sur un geste relativement court comme une CIA, en effet, entre 10 et 15 kilos, on peut en effet faire de l'hémodilution et ça dépend également, comme l'a dit Arnaud, du taux d'hémoglobine préopératoire. Et après, si on doit fixer un chiffre en dessous duquel, enfin, on descend très facilement jusqu'à 8 grammes, hein, sans aucun problème. Après, en dessous, ça dépend à quel moment de la chirurgie vous êtes, parce qu'après, il va y avoir la récupération, le cell saver, et puis le traitement par OPO en post-opératoire. On peut se permettre de patienter un peu. Après, on a eu quelques cas un peu exceptionnels notamment chez les témoins de Jéhovah, où on a eu à mettre le curseur encore un peu plus bas. Je ne sais pas si c'était prudent ou pas, enfin bon, peu importe, mais juste pour dire qu'on est déjà descendu chez des nourrissons à 6 grammes et on a fini par passer le nadir de l'hémoglobine. Et puis ça a fini par remonter au bout d'un certain temps. Mais globalement, jusqu'à 8, je pense qu'il n'y a pas trop de risques à prendre. Donc retenez 11-12 kilos pour l'hémodilution, 8 grammes d'hémoglobine globalement si on doit retenir des chiffres, même si c'est pas des recommandations claires ou autres, hein, mais c'est juste un peu d'habitude quoi. Voilà. Il y avait une autre question, je crois.
Attends, je Des autres blocs que le paravertébral, non, nous on fait pas. Après, quelle que soit la technique, en fait, si on peut faire ce qu'on veut, pourquoi pas, enfin, on peut faire ce qu'on veut tant que le résultat est là, hein, j'ai envie de dire. Et que le bénéfice-risque est favorable, évidemment. Oui, après, je profite de cette question pour dire aussi, on a eu, pour des procédures, également un peu particulières, on avait des chirurgies pariétales associées, pas sur du CIA, hein, je parle de chirurgie cardiaque, enfin intracardiaque sous CEC avec chirurgie pariétale associée. On s'est organisé pour mettre des périthoraciques. Là, ça n'a je parle pas de la thoraco, hein, c'est différent. Voilà, calcul de DO2 per CEC. Oui, ben, maintenant c'est automatisé, chez nous, donc après on s'appuie pas spécialement dessus pour, l'hémoglobine, mais en effet c'est une bonne réflexion. EPO pré-op timing. Euh, le timing nécessaire pour que pour Oui, que ça nous arrive de le l'hémoglobine faire, monte, mais il faut un minimum de recul d'un mois. c'est ça, un mois environ. Ça nous arrive de le faire en effet, de préparer dans certaines situations, notamment justement pour les CIA où l'épargne transfusionnelle est un objectif, qui est loin d'être ambitieux, hein. C'est quelque chose qui est réalisable, donc on se donne le maximum de chances de les préparer. Faire inject autorisé en pédia, oui. En post-op, on le fait, oui. Enfin, sur la voie centrale. Alors spécifiquement le fer inject, c'est Venofer, il me semble. Ah Je oui, ne sais pas, il faut regarder le produit. Nous, je crois que c'est Venofer, le nom de notre produit, plutôt. Mais globalement, oui, le fer IV est autorisé en pédiatrie. Oui. Ensuite, avoir la MM de chaque produit. Réduit délai pré-op. ah, je pense que Ah, c'est... réduit le délai pré-op par rapport au fer Péros, oui. On peut envisager un hôpital de jour. Euh, oui, d'accord. Bon, bah, Oui, ça, c'est oui, chacun. oui. Voilà. Oui, oui, selon les caractéristiques du produit qu'on a, on adaptera au mieux les protocoles. De toute façon, c'est vrai que le fer IV est mieux toléré que le fer Péros et surtout plus rapide, effectivement. Ok. Merci beaucoup, Arnaud.